Espace TV, les grandes gueules, tout sur les dessus de l'actu. Ahmed Kamara, Zachary Milimono, Roby, Mohamed Djibril Kamara, Moussa Moïsila, Lamine Guirassi forment les grandes gueules. Merci beaucoup, bienvenue mesdames et messieurs sur Espace et chez les jugés. On s'intéresse à l'actualité ce mercredi sur Radio Espace. Oui, le microcosme politique guinéen toujours agité. Depuis la publication donc par la CENI du chronogramme des élections à venir, un chronogramme donc contesté, décrié par l'opposition, la majorité au pouvoir, elle, dit prendre acte de la décision de la CENI et estime qu'il vient à elle seule, de proposer donc un chronogramme des élections conformément à l'esprit de la Constitution. Pourquoi est-elle favorable au chronogramme annoncé par la CENI? Entre autres, les questions posées ce matin chez les GG. Albert Damantan Camara est notre invité ce matin. La Guinée se dirige-t-elle vers une crise politique aiguë? Des voix s'élèvent en tout cas déjà pour réclamer une implication rapide de la communauté internationale. En attendant, que préconise la société civile? C'est la grosse question qu'Aboubacar Diallo pose ce matin. L'autre question qu'on peut se poser, c'est de savoir que pense-t-elle de la polémique au sujet du chronogramme des élections à venir. Abdourahmane Sano est président de la PECUD, ancien ministre de la République. Il sera aussi dans ce studio. Bienvenue chez les juges. Bonjour Ahmed. Bonjour Lamine. Bonjour à vous Tamba. Et bonjour Lamine. Wow. Bonjour mon cher Roby. Bonjour. Bonjour Abaka Diallo. Bonjour Djibril. Bonjour. Moussa Moïsila, bonjour. Bonjour. Allez, on s'intéresse à l'actualité évidemment. On ne peut pas passer à côté à Bakar. Moussa plutôt. C'est cela, la conférence de presse d'hier du président Condé. Vous avez donné le ton à Lamine Guirassi avec ce petit sonore qu'on a écouté. Big up au chef de l'État parce que quand même c'est notre premier auditeur. Nous l'avons su hier, mais en même temps on n'était pas présent au niveau de la conférence parce qu'on n'a pas été invité. Il faut être accrédité pour être du côté de Sékou Touré lorsque le chef de l'État organise des conférences de presse. Nous allons nous déplacer volontiers pour y être parce que nous avons des questions à lui poser prochainement lorsque nous recevrons des invitations. C'est important que le bureau de presse de la présidence le sache. En même temps, sur la conférence de presse du président de la République, je peux dire que hier, c'est un président mesuré. C'est de façon circonspecte qu'il a abordé les questions, qu'il s'agisse d'Ebola, des conséquences d'Ebola sur l'économie nationale, mais également sur la relance économique après l'épidémie. On a vu un chef de l'État quand même mesuré. Moi, c'est le premier enseignement que je tire. En abordant, par exemple, les différentes poches de résistance, il a parlé du rôle que l'État guinéen a joué dans la riposte contre Ebola. Il a parlé de l'avancée constatée du côté de la Guinée forestière, où la réticence, elle est assez, elle est en recul, elle est retombée, mais du côté de Fort-Rikaria, de la Basse-Côte et de Conakry également, il a regretté le fait que les populations résistent encore, les populations aient perdu les bonnes habitudes hygiéniques, même à Conakry également. Donc c'est un constat qu'il a fait avant de lancer une invite aux différents médias, à vos patrons de presse notamment, de redoubler d'efforts, de consacrer plus d'émissions à la sensibilisation des populations à Ebola. Mais la question cruciale, celle des fonds injectés dans la lutte contre Ebola, je pense qu'il y a eu quand même des explications à ce niveau. Le gouvernement affirme, en tout cas le chef de l'État l'a dit, ils n'ont eu à gérer que les 25 millions de dollars qui ont été donnés par la Banque mondiale. Au-delà de ça, tous les autres fonds annoncés partent directement aux organisations qui sont sur place, la Croix-Rouge et Médecins sans frontières et autres associés. Je pense que, à mon avis, c'est un chef d'État qui a complètement mis de côté les questions liées à la crise politique. Il n'a pas du tout abordé cette question. C'est d'ailleurs la question que lui avait posée Odia Fanta, la journaliste qui était sur place. Un moment de solitude, le président. Oui. Si vous voulez, on a un extrait là-dessus parce qu'il pataugeait un petit peu. Non, il ne s'attendait pas à cela, alors, visiblement. On va écouter ça et puis on revient dans un instant. Voilà, j'ai enfin la parole. Moi, je ne vais pas prendre d'engagement. Enfin, vous avez demandé la parole? J'ai tout fait là-bas. Je ne vais pas prendre d'engagement au nom de la Radio Espace parce que je suis une petite gueule. Mais j'ai une préoccupation, Monsieur le Président. Il y a l'opposition qui menace de se retirer au sein de l'Assemblée nationale et de reprendre les rues. Vous ne pensez pas que vous pouvez jouer au médiateur entre l'opposition et la CENI? Parce que vouloir redescendre dans les rues, ça va freiner l'évolution de la lutte contre Ebola. Le gouvernement sera obligé de tantôt maîtriser les manifestations de rue et aussi
s'engager de nouveau dans la riposte contre Ebola. Voilà, merci. Tous les partis politiques et la société civile, et chacun a pris des engagements. Je ne sais pas, est-ce que le communiqué a été largement diffusé, Dr Sakoba? Il y avait la presse là-bas, non? Donc tout le monde a pris des engagements. Allez, on va Non mais j'ai l'impression d'assister à un PC, comme dirait en sous-sous. Une conférence de presse n'était certainement pas préparée. Moi je suis un peu désolé que le président de la République crée le théâtre. Mais ce qu'il faut dire c'est quoi? C'est que la question de Oudia Fanta était une question précise. Il n'avait pas à ramener une question politique à Dr Sakoba qui est chargé d'Ebola. Qu'est-ce qu'il va répondre cela? Mais pour moi, je veux dire, là où la coordination a pêché à cette conférence de presse, oui, mais c'est clair. C'est qu'il n'y a même pas de données techniques. Le président de la République nous dit ah ben moi je salue plus les gens, je me lave plus les mains, je me lave les mains, lavons-nous les mains. Je dis que ça c'est des trucs basiques. Aujourd'hui, Ebola a atteint un niveau où il faut aller dans le pointu. Ce que je voudrais, ce que j'attendais moi de cette coordination-là, c'est qu'on donne non seulement des données techniques au président de la République, qu'on lui fournisse des informations précises sur les stratégies qui ont été établies et qui ont échoué et sur celles qui vont être mises en place. Qui t'a dit qu'il Non mais attends, Ahmed. Qui t'a dit qu'il ne l'a pas? Ahmed, laisse-moi aller. J'estime qu'il l'a pas puisqu'il a pas dit. Qui t'a dit qu'il ne l'a pas? Qu'est-ce qui te prouve qu'il l'a? Ah ben. Voilà. Alors moi ce que je voudrais dire c'est que c'est là où la conférence de presse a pêché un peu parce que moi je m'attendais à ce que les données soient là, que la conférence de presse soit une conférence de presse beaucoup plus établie, beaucoup plus étayée sur la situation. Ce qu'on nous a ramené, c'est ce qu'on nous rabâche depuis longtemps, au lavage des mains, etc. Ce qui est important à souligner, c'est que dans son langage lui-même, il se rend compte qu'il a commis une erreur parce qu'à l'origine, au début, c'est lui qui a annoncé ici devant la télé qu'il n'avait pas peur d'Ebola et qu'il serrait la main de Jean. Cette fois-ci, il nous dit ah, je serre pas la main de Jean, etc. Faut pas serrer la main de Jean. Non, c'est important, mais il était important que le président de la République, évidemment, réponde à cette question actuelle politique que Oudia Fanta a posée au lieu de fuguer. Merci beaucoup, allez-y Moussa. Non mais c'est vrai. Un petit mot là-dessus. Allez-y Abakar. Non mais c'est vrai que le président n'a pas complètement botté la question en touche. Je pense qu'il faut le dire. Non, pas du tout. Souffrez qui parle quand même. Allez-y Abakar Diallo. Pas du tout. Le président, c'est vrai qu'il n'a été avare sur la question, mais il a quand même placé un mot sur la polémique autour du chronogramme. Il a dit qu'il revenait à la CENI à elle seule. Effectivement. Donc de se prononcer, de faire des propositions. Quitte à la présidence, au président. Odia a parlé de médiation. Odia a parlé de médiation. Mais je vous dis, il a pas répondu à la question. Mais la question de Odia, c'est. Odia n'a pas dit au président de gérer. Allez, Abakar, allez-y. Allez, il y a un souci avec le micro d'Abakar. Voilà. Mon grand, tu peux bouger un petit peu. Il n'y a pas de souci. J'ai dit, la question de Odia est claire. C'était de savoir est-ce que à l'état actuel, avec la crise politique qui profile à l'horizon, est-ce que le président peut faire peut jouer un rôle quelconque pour dénouer la crise afin d'éviter que les gens se retrouvent dans la rue, ce qui pourrait être dommageable pour la lutte contre Ebola. Je pense que c'est assez clair. C'était aussi de l'amener à se prononcer sur ce contentieux politique qui profile à l'horizon. Non, mais je pense que le président a dit que c'est à la CENI de faire ses propositions et la CENI l'a déjà fait. Il se veut républicain, attaché à la Constitution. Je pense qu'on ne peut pas dire qu'il n'a pas répondu à la question. Je suis sur ce point-là, je suis parfaitement d'accord avec Aboubacar. C'est une réponse qu'il faille concéder au président de la République, même si, comme il le dit, il a été assez économe de ses mots. Voilà, mais sur la communication du président gros moment de solitude quand même. Sur la communication de monsieur le président de la République, où il invite notamment les médias privés, les grands médias privés, comme il l'a dit. Il y a quelque chose de très important. D'abord, que nous sommes toujours impliqués. Ensuite, qu'il y ait eu des initiatives prises par ces médias-là pour faire en sorte que la lutte contre Ebola aille de plus belle. Cela a été fait en République guinéenne, c'était clair. Mais à mon avis, la question ne se situe pas, Monsieur le Président de la République, au niveau des médias. La question, c'est qu'est-ce que la coordination fait? Qu'est-ce qu'elle imagine? Qu'est-ce qu'elle initie comme activité dans le cadre de la lutte contre Ebola qui interpelle ou qui fasse appel de façon assez raisonnée
à ces médias-là? C'est quand même une question à se poser. Plutôt que d'accroître la possibilité, parce que ce sont des médias privés, donc qui vivent à partir de leur activité, il faut le rappeler, ce n'est pas l'État qui paye le carburant de Espace, ce n'est pas l'État qui paye les travailleurs de Espace. Alors, plutôt que de voir... Il y a une action citoyenne aussi. Non, mais on l'a fait quand même. Je suis en train de dire une chose qui est très importante. Je suis en train de dire une chose qui est très importante. Il y a eu, par exemple, des fonds. Plutôt que d'imaginer comment viabiliser les acquis que nous avons déjà, on s'est dit on va créer des radios communautaires. Roby, puisque c'est toi qui défends cette situation, montre-moi laquelle radio communautaire a pu naître de cette situation-là et quel est le résultat. Non, je vais y venir. Voilà. Je vais y venir. Ouais. On va simplement me dire quel est son impact sur le terrain. C'est là la question, malheureusement. C'est trop tôt. Mais Ebola n'attend pas. Cette radio du côté de Forêt Caria, c'est bien cela. Voilà, je pense pas parce qu'il y a un mois, cette radio-là. Voilà. La question qu'il faut se poser, évidemment, Lamine, s'il te plaît, permets que je te dise une chose. Vas-y. Ebola n'attend pas. L'Ebola, c'est une question d'urgence. J'ai pas dit le contraire. Il y a des moyens sur place. On ne peut pas faire tout en même temps, non, mon cher ce Tamba. que vous êtes en train de dire, moi, je pense que ce que vous êtes en train de dire, c'est trop tôt. Ce qui parle vraiment de cette situation, en ce qui concerne les radios communautaires ou les radios rurales à l'intérieur du pays, c'est donner beaucoup plus de moyens à Awakami Kamara. Cette dame, elle peut faire quelque chose. Voilà, ça c'est une méthode à faire. Mais est-ce que ça se fait? Ça ne sert à rien. Mais justement, c'est ce que je suis en train de dire. La mort causée par Ebola n'attend pas que votre radio soit fonctionnelle ou qu'elle puisse avoir des résultats. Ça, c'est quand même une réalité. C'est une réalité à faire dans cette situation-là. Il faudrait quand même accepter que, ça ne participe pas de la lutte contre Ebola. Je pense que le président de la République appelle les médias privés à se battre pour lutter contre la maladie. Mais au même moment, ces mêmes radios privées cherchent à couvrir l'ensemble du territoire pour mieux véhiculer ce message. Mais c'est impossible. On ne sait pas finalement qui bloque. Il faut qu'on nous dise la vérité. Quand on nous dit que c'est le chef de l'État lui-même qui a mis pied sur la délivrance des agréments depuis qu'il est arrivé, pratiquement il n'y a pas eu d'agrément. Il faut qu'on nous dise la vérité. Est-ce que c'est lui ou est-ce qu'on est en train de se cacher derrière le chef de l'État? En plus, il y a des radios clandestines, comme il en existe déjà à l'Abbé. C'est juste pour... Oui, parce que... Je ne rentre pas dans ce débat. S'il y a des radios clandestines, il y a l'autorité... Il y a Beta FM qui émet déjà du côté de l'Abbé. C'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Alors, ceux qui sont au niveau de la RPT, dites-moi alors qu'ils ne jouent pas pleinement leur rôle. Dites-moi que le ministère de la Communication ne joue pas son rôle. Ça ne me regarde pas du tout. S'ils ne peuvent pas sécuriser, c'est-à-dire le territoire dans ce sens, alors que c'est leur rôle, alors que le président de la République tout simplement les mette à la porte et qu'ils puissent mettre quelqu'un qui est capable de gérer ça. Moi je ne gère pas ça. Je dis tout simplement qu'il y a des radios qui sont dans les normes, qui souhaitent être sur l'étendue du territoire pour pouvoir véhiculer ce message, pour dire pour lutter contre Ebola. Mais aujourd'hui on ne permet pas à ces radios. Donc moi je vais appeler le chef de l'État. Aujourd'hui il fait face aux médias privés dans ce sens, et c'est ce que je dis également. La RTG aussi, comme vous l'avez signalé tout de suite avec Awakami, notamment avec les radios communautaires, la RTG peut beaucoup parce que la RTG côté radio couvre pas la télé, mais la radio couvre l'ensemble du territoire pratiquement. Je pense qu'on pourrait bien profiter. J'ai longtemps signalé qu'on pouvait bien profiter de la radio nationale pour faire pas mal d'actions concernant Ebola sur l'ensemble du territoire, mais ce n'est pas le cas. Écoutez la radio nationale. Je ne dis pas que ces programmes n'existaient pas, mais c'est pas comme ça qu'on devrait gérer vu l'ampleur de la maladie. Donc je pense que de tous les côtés, il y a des actions à mener qu'on peut bien mener, monsieur le président de la République. C'est bien de demander, mais également si vous pouvez approcher ces messieurs pour leur demander exactement qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui bloque. Je pense que ça va être la meilleure solution. C'est important, même ce que vous évoquez, parce que quand je prends par exemple le cas d'Espace, on a fait les demandes d'agrément du côté de l'Abbé, pas de l'Abbé, Zéré-Corée, Cancan, Mamou, entre autres. Là, de ce côté, c'est l'ARPT qui bloque. Il y a le ministère de la Communication qui a donné l'autorisation, l'ARPT bloque. Je pense que c'est une des mesures qui peut participer, Djibril, si tu me permettrais rapidement, dans la sensibilisation. Puisqu'aujourd'hui, juste placer 2-3 mots. Puisque dans la sensibilisation aujourd'hui, il faut que tous les acteurs s'impliquent. C'est pour répondre un peu à l'inquiétude de Tamba, pour lui dire que c'est vrai qu'on a besoin de fonds dans les structures privées pour fonctionner, mais en même temps, la question d'Ebola est devenue une question supra-fond. Aujourd'hui, je pense que il y a une question d'engagement citoyen qui se pose. Donc, quand le président de la République demande à tout le monde de s'impliquer, c'est peut-être à ce niveau-là. Mais ce qu'il faut dire, c'est que aujourd'hui, les fonds consentis à la coordination dans la lutte contre Ebola, c'est carrément pas la même chose. Je souhaiterais que les mêmes choses, ou au moins 50%, 60% de ces fonds-là soient réinvestis dans la sensibilisation à travers les médias publics, privés et ruraux. Et ce qui est bizarre, Obi, parce que quand j'ai vu un petit peu cet article sur Guinée News, où on dit la radio communautaire de Forêt Caria, par exemple, que ça coûtait 800 millions,
Là, je tombais nu, quoi. Je vous assure. Je sais combien ça coûte les radios en région. Allez-y, Djibril. Et puis voilà. Et puis une radio de la sorte. Justement, quand même, quoi. Il y a un moment, ça commence à bien faire. Hein. Voilà, je voudrais qu'on revienne sur. Il faut qu'on essaie de faire des audits du côté du ministère de la Communication. C'est pas clair. 800 millions une radio communautaire. Je voudrais qu'on. J'ai vu un peu les équipements à la télé. Ahmed, si tu le permets, c'est important qu'on continue à se focaliser sur cette conférence de presse. Je pense que, à mon avis, de toutes les conférences de presse que le président a tenues jusque-là, c'est la véritable conférence de presse que tient, pour une fois, le chef de l'État. Parce qu'il y a quand même il peut faire des crocs en jambes. Il y a quand même un fait notable à observer dans cette conférence de presse. C'est la liberté de ton. On a l'impression on a eu l'impression que les journalistes ont eu les coups de franche. Imaginez, d'ailleurs, je félicite au passage. Les journalistes de la RTG non, attention. Ah ben voilà, attention. Quand même. Non, attention. On a eu cette égalité quand même. Comment ça, attention? Non, s'il vous plaît. Eh bien, Djibril. Ben oui, je veux bien vous laisser partir. Souffrez aussi qu'on le dise ça. Qu'on permette à une journaliste qui plus est d'espace de poser une question. Non, elle était même pas. C'est quand le président m'a demandé. Qu'on lui permette de poser une question d'ordre politique, alors que le thème de la conférence, c'est sur Ebola, c'est un fait notable. Et ce qui caractérise aussi, cette conférence de presse, c'est l'absence de l'obséquiosité dans les questions de certains journalistes qui caractérise souvent. Quand le président de la République invite les journalistes, on a remarqué beaucoup de nos confrères posent des questions avec beaucoup d'obséquiosité vis-à-vis du chef de l'État. Ça aussi, c'est à noter. Et troisième chose que je note, c'est que le chef de l'État tord le cou à ses propres propos. Rappelez-vous, il y a quelques mois, c'est le même chef de l'État qui disait qu'il n'écoutait pas les radios en Guinée. Donc, le fait qu'il fasse référence à la radio Espace prouve à suffisance que le chef de l'État écoute la radio. Merci beaucoup. Allez-y. Oui, il faut être un peu mesuré dans tout ce qu'on dit. Il y a sur la question que le Odiafanta pose au chef de l'État, s'il y a une réponse, ce n'est pas la réponse que nous attendions du chef de l'État. Il y a un risque. C'est bien qu'ils disent que c'est la CENI qui doit s'expliquer sur le chronogramme qui a été rendu officiel. Mais lorsqu'on est chef de l'État et qu'il y a un risque de troubles à l'ordre public et qu'on annonce des manifestations et qu'on annonce le retrait des députés de l'Assemblée nationale, suspension, énormément d'annonces qui ont été faites par l'opposition, pour la paix, pour la stabilité sociale, le chef de l'État aurait dû développer sa réponse, aurait dû donner une certaine assurance au peuple de Guinée. Il ne l'a pas fait, je pense que c'était pas bien. Allez, on va continuer notre émission. Allez-y. Oui, parce que toujours sur la conférence de presse, il y avait aussi la communication du coordinateur national de la lutte contre Ebola. Quelques mesures ont été annoncées, 7 précisément, pour que Ebola puisse finir, cette fois-ci, Roby, en 30 jours. Ben oui. Qu'Ebola puisse finir en 30 jours. Donc cette mesure, tu me permets, Roby, laisse-moi terminer. Donc, la première mesure qui a été annoncée de cette mesure, c'est de faire en sorte que tous les cabinets privés clandestins qui ne se plient pas au règlement. Effectivement, j'ai vu que Sakouba hier très énervé, hein, qu'ils soient fermés. C'est une première chose. Et il a même changé Sakouba, hein. Il a grossi. La deuxième mesure. Le fréon ne ment pas. Voilà, le fréon ne ment pas. C'est quoi le fréon? Mais il s'engraisse. Voilà, donc la deuxième mesure, ce serait de faire en sorte que tous les Guinéens qui se rendraient complices de dissimulation de corps ou de malades d'Ebola, qu'ils soient traduits devant la justice. Mais également que tous ceux qui accepteraient, ça c'est en troisième position, tous ceux qui accepteraient d'enterrer par eux-mêmes des cadavres, eux également, qui soient traduits devant la justice. Mais lorsqu'on vous prendrait en circulation avec un cadavre, d'abord, vous-même... Il l'a dit hier. Oui. Il faudrait accepter que ce cadavre il soit enterré par des agents de lutte contre Ebola, premièrement. Deuxièmement, qu'on vous traduise en justice. Mais troisièmement, qu'on confisque votre voiture. Ah bon? Voilà, oui, bien entendu. J'ai pas suivi ça. Et un ensemble d'autres annonces. Dans le Allez-y. Ça serait bien que Tamba travaille à la coordination. Allez-y. Il va s'engraisser aussi. Mais pourquoi vous ne voulez pas que Sakouba grossisse? Il gère le Nasdaq guinéen. Alors, pour revenir à la conférence de presse et vous répondre à Djibril pour dire que la conférence de presse était bien organisée et tout, je suis pas d'accord. Mais je veux dire, là, au Diafanta, mais à chaque fois que je prends la parole, il est libre. T'as l'air d'être piqué par des aiguilles. Je veux dire, non, mais il est libre. Au Diafanta a bien expliqué qu'il a
tout fait pour arracher la parole. Et je veux dire, c'est normal, c'est son rôle. Elle est journaliste. Justement. Si elle le fait pas, ben on va lui poser cette question. Voilà. C'est ça le rôle d'un journaliste. Quand vous allez à une conférence de presse, ben il y a assez de monde. Écoutez, si vous avez l'habitude, je ne veux pas rentrer dans des débats. Allez. Si vous avez l'habitude d'interroger des chefs d'État dans des situations difficiles, ben vous saurez que c'est un combat, un parcours de combattant. Wow. Si vous arrivez, vous allez poser votre question. Mais quand si ça vous vient, allez, on n'a pas le temps, mais j'aurais souhaité développer. On va retrouver dans un instant, évidemment, notre invité Damantan. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guinée, retrouvez les grandes gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Voilà, il va être dans ce studio d'une minute à l'autre. Vous le voyez à l'écran, il va s'installer. Évidemment, c'est monsieur Damantal Albert Camara, porte-parole du gouvernement. Il est notre invité de parcours ce matin. Et on s'intéressera aussi à la société civile dans la deuxième partie de l'émission. Monsieur Abdourahmane Sano, président de la PECUD, ancien ministre de la République. On s'intéresse évidemment à cette crise, si on peut appeler ça comme ça. Et bien, tout ceci développé dans moins de 4 minutes sur Radio Espace. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guinée, retrouvez les grandes gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Mais aussi sur Espace TV tous les soirs, juste après le JT de Moussa Moïsi. Là, vous avez rendez-vous avec cette émission à 22h30. On s'intéresse à l'actualité. Je le disais tantôt à l'entame, le microcosme politique guinéen toujours agité. Depuis donc la publication par la CENI du chronogramme des élections à venir, notre invité ce matin, c'est la voix du gouvernement guinéen, évidemment, le porte-parole, M. Damantal Albert Camara. Vous le voyez à l'écran, il est dans ce studio. La Guinée se dirige-t-elle vers une crise politique aiguë? La question mérite d'être posée ce matin. On s'intéresse à la société civile évidemment. Monsieur Abdourahmane Sano, président donc de la PECUD, ancien ministre de la République. Il va être dans la deuxième partie dans cette émission. On va recevoir notre invité, monsieur Albert Damantal Camara. Bonjour. Allez, voilà, le micro n'est pas activé. Voilà, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est bon. C'est bon là. Merci donc d'être venu au compte de cette émission. Ouais. D'entrée de jeu, on va vous demander est-ce que les choses évoluent aujourd'hui sur le terrain comme vous voulez, en tant que membre du gouvernement et porte-parole également de ce même gouvernement? Allez. Oui, Roby, vous allez... Ça n'évolue pas comme on voudrait dès l'instant où on souhaiterait que tout le monde soit partie prenante dans ce processus électoral, au moins dans sa préparation, et qu'on arrive de manière sereine à des élections. Apparemment, pour le moment, ce n'est pas le cas, et donc il faut qu'on travaille tous ensemble pour qu'on arrive à ce résultat d'impliquer tout le monde dans le processus électoral. On a suivi un peu votre communication sur le chronogramme de la CENI qui a été rendu officiel, mais en même temps, tout ce que vous avez dit a été à peu près balayé par l'un des facilitateurs que nous avons appelé dans cette émission. Est-ce que vous pensez réellement que les accords du 3 juillet ont été violés? Alors, il faut d'abord qu'on soit clair. Oui. Accord du 3 juillet ou pas accord du 3 juillet, engagement du gouvernement ou non-engagement du gouvernement, les élections communales sont des élections qui doivent être tenues. Ouais. Le mandat des maires est expiré depuis 2010. Donc la question n'est pas de savoir est-ce qu'il y a un engagement... Et on est en 2015. J'en viens. Est-ce que le gouvernement s'est engagé ou pas? Ça doit se faire. Ce n'est pas normal qu'on ait des maires qui ne soient plus légitimes. Ouais. Mais vous avez dit récemment que vous préférez qu'il est préférable d'avoir des maires illégitimes qu'un président illégitime. Voilà. Est-ce que ce n'est pas une façon implicite de cautionner la violation des accords du 3 juillet? Alors justement, j'en viens. Je dis encore que la question n'est pas la violation des accords du 3 juillet. De toute manière, on doit renouveler notre classe dirigeante et notamment ceux qui sont élus, les représentations locales. Ce qu'on n'accepte pas, c'est qu'on le mette sur le compte d'un accord, d'un prétendu accord. Je vais vous donner... je n'ai pas envie de vous donner un exemple. Je n'ai pas envie de débattre sur ce thème-là qui, ma foi, relève de la mauvaise foi caractérisée et nous amène dans un débat qui ne devrait pas être. Ça ne devrait pas exister. Un débat stérile. Pourquoi j'ai tenu à préciser qu'il n'y avait pas d'engagement du gouvernement, c'est tout simplement parce que je ne souhaite pas qu'on fasse passer le gouvernement pour quelqu'un, pour un organisme qui ne respecte pas ses engagements. Ce n'est pas parce que ça a une importance particulière. J'ai entendu dire ici que les facilitateurs étant les têtes d'affiche, c'est mon ami Roby qui a dit ça, sa méthode, voilà, qui dit que ce sont les têtes d'affiche. Je ne sais pas d'où sort cette notion juridique. Un facilitateur ne peut pas engager un gouvernement. Ce n'est pas possible. Un facilitateur ne peut pas engager un gouvernement. Un facilitateur n'est pas un avocat. J'en viens. Ce n'est pas un avocat. Ce n'est pas un témoin. Ce n'est pas... c'est un garant quand même. Non, ce n'est pas un garant, c'est un facilitateur.
ceux qui sont les garants de l'accord, ce sont tous les témoins, c'est la communauté internationale, c'est les chefs des partis politiques, et ainsi de suite. Donc, il ne peut pas engager un gouvernement. Mais bien entendu, sur la question de cet accord additif qui porte exclusivement sur les élections communales, signé le 8 juillet, ampliation a été faite à toutes les parties que vous venez d'énumérer vous-même. Mais ce n'est pas par la suite, monsieur le ministre. Ce n'est pas une ampliation, n'est pas un acte juridique qui engage un gouvernement. Mais si par la suite, il n'y a eu aucun recours, aucune contestation venant de mais c'est léger ce que vous dites. Mais je ne sais sais pas si vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire. C'est d'une légèreté confondante. On ne peut pas engager un gouvernement par un facilitateur. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas le débat encore, mais je préfère l'asséner une fois pour toutes. Un facilitateur ne peut pas engager un gouvernement. Maintenant, chacun peut faire des spéculations, on peut discuter de ça, mais ce n'est pas ça le fond du problème. À supposer qu'on soit engagé par ça, par quel effet extraordinaire, une nouvelle norme juridique que je ne connais pas. La question ne se pose pas en ces termes-là. La CEDI dit qu'elle ne peut pas le faire maintenant. Qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de cette situation? Vous parlez beaucoup de normes juridiques. On a l'impression que les accords en tout cas sous l'égide de la communauté internationale avec les partis guinéens, on a l'impression que ces accords ne valent pas beaucoup à vos yeux. Mais si les accords qu'on a signés le 3 juillet, sur lesquels... Alors voilà comment ça s'est passé. On a débattu pendant 7 jours. On a eu une petite pause de 2 jours. On est revenu pour signer les accords. On a pris le temps de débattre de toutes les questions. Ce que nous avons signé, c'est ce sur quoi tout le monde était d'accord. Mais ça n'a pas été appliqué aussi. Oui, d'accord. Déjà, appliquons déjà ce qui a été signé par tout le monde avant de penser à appliquer quelque chose sur lequel on n'est pas engagé. Donc vous ne reconnaissez pas l'additif? J'en viens. C'est très important d'expliquer ça. Vous avez donné le temps à un juriste de haut niveau d'expliquer ce qu'il devait expliquer. Laissez-moi le temps de vous expliquer les choses. Il y a plein de thèmes. Vous êtes juriste aussi. Effectivement, il y a plein de thèmes qui ont été débattus lors de ces travaux-là. Mais dès l'instant où nous ne sommes pas tombés d'accord, non seulement nous ne les avons pas consignés, et en plus, nous ne les avons pas signés. Mais je dis et je répète, la question n'est pas là. Moi, vous savez, c'est très simple. Si on est d'accord pour dire que les accords du 8 juillet et la signature des facilitateurs est largement suffisante pour engager l'État, pourquoi alors l'opposition dit que l'engagement à organiser les communales a été signé par les ministres du gouvernement, ce qui est faux. Si on dit que le simple engagement des facilitateurs suffit à engager le gouvernement, on n'a pas besoin d'inventer une signature. Alors, monsieur le ministre, quel est l'objectif de ce dialogue politique quand on sait qu'il y a des accords qui découlent de ces dialogues politiques-là et que finalement, chacun à la dernière minute cherche un échappatoire? Ça, c'est ma première question. Deuxième question, comment expliquez-vous que la CENI engage quand même des fonds dans le processus de préparation de ces communales à hauteur de 2 millions de dollars, nous dit-on, et qu'il ne serait qu'au processus d'émission des cartes à la dernière minute, comme un revirement, on nous parle de non-possibilité de la tenue des communales, mais par contre la présidentielle avant. Alors ça va être rapide. La deuxième question, vous allez la poser à la CENI. Moi, je ne sais pas pourquoi la CENI a fait... Mais vous dites que la CENI dit qu'elle n'est pas capable d'organiser les communales. Mais c'est ce qu'elle a dit. En même temps, la CENI a préparé les communales et a investi 2 millions de dollars dans les préparatifs de ces communales. Vous demandez ça à la CENI. Si vous êtes témoin du fait que la CENI a engagé de l'argent et des procédures... Moi, je ne suis pas... Je ne sais pas. Je ne suis pas de la CENI. Je ne suis pas de la CENI. C'est trop facile, monsieur le ministre. Non, mais ce n'est pas une question d'être facile ou pas. C'est une question institutionnelle. La CENI est en charge des élections. Nous n'avons pas à nous en mêler. Je ne suis pas membre de la CENI. Je n'ai même pas la compétence ou l'expertise pour faire ce travail de la CENI. Donc, si la CENI a dit qu'elle avait préparé les communales, il faut qu'elle explique pourquoi, à l'arrivée, comme vous le dites, après avoir dépensé autant d'argent, elle n'est pas capable de le faire. C'est pas moi. La première question. Les accords, le dialogue qui a été fait était fait pour organiser les législatives. Je ne sais pas si quelqu'un l'a ici. C'est ce qui est écrit en haut. Accord en vue de la préparation des législatives 2013. Point barre. À l'intérieur, il n'y a pas une seule fois le mot communal. Il y a certes ce que vous appelez, que vous avez vous-même du mal à définir. Des fois vous dites accord, des fois vous dites additif, des fois vous dites avenant. Bon, on va dire que dans l'additif accord avenant, on parle de municipal. En Guinée, il n'y a pas de municipalité. Donc, il y a un gros problème institutionnel. Les accords ont été faits pour discuter de la manière d'organiser les élections législatives. Non, mais c'est quand même étonnant que vous balayez comme ça d'un revers de la main ce qui a été quand même signé par ceux qui ont aidé quand même à l'aboutissement de ce processus de dialogue interguinéen. S'il vous plaît. Serge Djinit n'était pas là, certes, mais il s'est fait représenter, ça a été signé. Je ne dis même pas que ce soit lui. À la limite, c'est peut-être lui. Moi, c'est pas ça la question. Mais Monsieur, s'il vous plaît, quel est le pouvoir d'un facilitateur?
Le facilitateur n'est pas membre de la CENI. Il n'est pas membre du gouvernement. Comment voulez-vous qu'un facilitateur engage un gouvernement à dépenser de l'argent pour organiser des élections? Alors, engage la CENI à mettre des élections. À l'époque, pourquoi vous n'avez pas réagi? Pardon, réagi à quoi? Question simple. Réagir à quoi? Quand une ampliation vous est faite, c'est quand même pour que vous vous prononciez, monsieur le ministre. Ce que je trouve extraordinaire, c'est que les journalistes que vous êtes, vous vous contentez de l'affirmation de quelqu'un. Qui vous dit d'abord qu'on a eu l'ampliation? Alors, on a eu Salif Oussila. Alors, posez la question sur cette antenne. Il est assermenté ce qu'il dit à valeur de loi. Oui, j'ai vu cet additif-là. Ampliation a été faite à toutes les parties. Non, mais ça, c'est écrit sur l'additif. C'est écrit sur l'additif. Bien sûr, monsieur le ministre. Qui vous dit qu'on l'a reçu? Je ne sais pas. Je voudrais poser la question. Attendez, j'en finis. Qui vous dit qu'il a reçu? Quand bien même on l'aurait reçu, je l'accorde à monsieur Salif Oussila. Donc ça veut dire que si, après l'avoir reçu, on n'a pas réagi alors qu'on ne l'a pas signé, la Guinée entière est engagée sur la base de la signature d'un facilitateur. Alors, il y a une question simple, Roby, s'il te plaît, je vais te laisser continuer. Alors, parce qu'il parle un petit peu. Mais on perd du temps sur ce débat. Vous minimisez un petit peu le rôle de facilitateur pour vous. Je ne le minimise pas, c'est très important. Un facilitateur est là justement pour amener les partis à signer ce sur quoi ils s'entendent. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un blocage dans la discussion... Donc, juste des figurants. C'est pas des figurants, c'est des facilitateurs. Monsieur le ministre. Écoutez, c'est bien simple. L'accord qui a été signé le 3 juillet, la mouvance et l'opposition auraient pu les signer seuls. À la limite, il n'y aurait pas la signature des témoins, de Saïd Djinit, des facilitateurs. Il aurait été valable parce que ceux qui connaissent ce à quoi ils s'engagent, qui ont les moyens de l'exécuter, l'ont signé. Point barre. Monsieur le ministre, une question. J'aime souvent le dire dans cette émission que le respect des accords ne repose après tout que sur la bonne foi Exactement. des partis qui l'ont signé. Est-ce que ce n'est pas une brèche dans laquelle vous vous êtes engouffré? Non, ce n'est pas une histoire de bonne foi. La bonne foi est d'abord assise sur quelque chose de concret. Je vous dis, pendant les accords, nous avons discuté de beaucoup de choses qui n'ont pas fait l'objet d'un écrit, d'une mention, des 15, 16 ou 17 points de l'accord du 3 juillet et qui n'ont pas été signés. Mais la question n'est pas là-bas. La question est que de toute manière, accord ou pas accord, le mandat des représentants communaux est expiré, il faut les changer. Débattons de ça. Il y a cette autre question, monsieur le ministre. Oui. Vous savez qu'à l'arrivée du professeur Alpha Condé au pouvoir en 2010, le mandat de ces maires venait à expiration. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous a empêché de les renouveler depuis tout ce temps? Cela fait quand même 5 ans. Quand on parle de tel impératif, monsieur le ministre. Oui ou pas? Qui est chargé d'organiser les élections en Guinée? C'est la CENI. Non, mais pourquoi vous voulez que ce soit le gouvernement qui le fasse? Non, avec tous les acteurs politiques. Vous permettez. La question aujourd'hui, parce qu'on est on parle d'impératifs constitutionnels, des délais constitutionnels. Je comprends que... Vous savez, le problème que vous avez ici, c'est que la dernière fois, vous vous êtes tous engouffrés dans la brèche de dire que le gouvernement s'est engagé sur la base d'un engagement qui n'existait pas. Et vous voulez aujourd'hui me prouver que c'est vous qui avez raison. C'est pour ça que vous êtes dans cette logique. Ma question est simple. C'est ça votre logique. Ma question est simple. Et je reste sur ma fin, monsieur le ministre. Ce dialogue politique a été difficile. Tu as déjà perdu du poids si tu continues à avoir faim. Allez-y. Il vous perturbe, c'est synthétique, il n'y a pas de problème. Roby, concentre-toi mon grand, allez, vas-y. Ce dialogue politique a été difficilement obtenu. On s'est assis, on a discuté sur un certain nombre de problématiques, on est tombé d'accord sur un certain nombre de choses, on les a établies dans un document et on l'a paraphé, on a dit ok, on est d'accord de marcher sur les brisées de ce document-là, et à la fin du compte, on nous dit bah non, mais ce document n'est pas valable, ceux qui étaient là, qui ont assisté à la réunion étaient des lopettes. C'est pas la peine de revenir sur ce débat. Le débat n'est pas là. Finalement, à quoi ça a servi ce dialogue politique? Ce dialogue politique a servi à organiser les élections législatives. Seulement. Bien. Voilà. Allez, nous avons Salif Oussila en direct chez les GG. Les grandes gueules. Voilà. Monsieur Salif Oussila, bonjour. Monsieur Oussila, bonjour. Oui. Bienvenue dans cette émission, Les Grandes Gueules. Alors, on revient sur la question de la formalisation d'un accord politique autour de la question de la tenue des élections communales. Il y a quelques jours, vous affirmiez sur cette antenne que ceux qui pensent que cela n'a pas fait l'objet d'accord étaient de mauvaise foi. Écoutez, j'ai bien dit que l'accord du 3 juillet 2013 était essentiellement fait pour les élections législatives. Et qu'au cours de nos débats, nous avons donc les élections communales ne font pas partie de cet accord du 3 juillet 2013. Là, c'est évident, je l'ai dit. Et j'ai même énuméré certains points qui font partie de cet accord. J'ai dit que dans nos débats,
le problème des élections communales ont été soulevés. Et ces élections communales ont fait l'objet d'échanges entre les membres, et j'ai même répété ce que l'un des ministres, M. Alassane Koné, a dit. Il était tout à fait disposé et qu'il était même plus pressé que l'opposition pour organiser les élections communales, si ça ne tenait qu'à lui. Et que de cette discussion... Et le porte-parole du gouvernement est dans ce studio, il dit que ça n'engage pas du tout le gouvernement, c'est pas le gouvernement de décider à la CRU Il estime que ce sont des facilitateurs qui ont signé un petit document qui n'engage en rien le gouvernement. Justement. Mais les facilitateurs ont signé un document pour formaliser quelque chose sur lequel on s'est entendu dans nos débats. Je n'ai pas dit que le gouvernement a signé, le gouvernement n'a pas besoin de signer, puisqu'il y a les 3 facilitateurs qui ont signé. Et quoi qu'il en soit, il y a un facilitateur qui représentait le gouvernement et les partis. Et ce qu'on a signé a été envoyé à toutes les parties. Je suis désolé, aucun facilitateur ne représentait quelque parti que ce soit. Vous aviez le rôle de faciliter le débat. Point barre. Voilà. Alors, monsieur le porte-parole du gouvernement, est-ce qu'à un moment ou à un autre, vous avez été associé à une discussion concernant les élections communales? Je vous dis qu'on a discuté d'énormément de choses. On a même, à un moment donné, quelqu'un a parlé de milices et ainsi de suite. On a signé ce sur quoi nous nous sommes entendus. Ça ne sert à rien de prolonger ce débat. C'est ça la vérité. Mais oui, ça ne sert effectivement à rien. Ça ne sert effectivement à rien. Parce que ce qui est certain, c'est que si nous avons signé, ça a été envoyé à toutes les parties. Regardez en dessous du document. Il y a eu une ampliation. Et quand on n'est pas d'accord avec quelque chose, on manifeste son désaccord. On n'a pas à manifester un désaccord avec quelque chose qui ne vous engage pas. Non, mais écoutez... On n'a pas à manifester un désaccord avec quelque chose qui ne vous engage pas. Vous avez un pouvoir limité, c'est celui de faciliter un débat. Vous vous limitez à ce pouvoir-là. Ce qui nous engage, c'est ce que nous signons. Ce qui vous engage, c'est d'abord la loi. Exactement. Et la loi dit que les délégations ne peuvent pas aller au-delà de 6 mois. Exactement, on est tout à fait d'accord avec vous. Et ça, sur ce point-là, discutons de ça. Ne discutons pas d'engagement imaginaire et signé par des personnes qui n'en avaient pas le pouvoir. Voilà. Ça fait combien d'années? Alors, monsieur Silla. Il faut respecter. Voilà. Allez, monsieur Silla, on va le laisser, parce que ça chauffe un petit peu dans ce... Allez-y, vas-y. Alors, monsieur Silla, est-ce que vous avez été facilitateur au compte de ce dialogue? Aujourd'hui, vous êtes dessus et vous regrettez d'y avoir participé? Je ne regrette pas d'avoir participé. Tout ce que je peux apporter comme effort pour mettre mes petites connaissances à la disposition de ce pays, je le fais. Voilà. Je le fais pour personne. Je ne suis ni d'un côté ni de l'autre, mais j'ai cette honnêteté intellectuelle de dire mon point de vue. Et ça, je le dirai. Bien. Allez. Quoi qu'il en soit. Il n'y a aucun problème. Guinée, je le dirai. Vas-y, Moussa. Voilà. Alors, on peut dire que ces accords additifs du 8 juillet n'ont servi à rien. Et est-ce que le dialogue en personne, vous êtes de mauvaise foi. Vous êtes de mauvaise foi. C'est pas des accords additifs. Ils viennent le reconnaître tout de suite. Non, mais je le pose la question. J'ai envie de comprendre. Est-ce que vous utilisez un terme qui est inapproprié? C'est pas un accord additif. Mais monsieur le ministre, quand même, c'est important. Non, mais c'est important. C'est important qu'on sache si ce document additif a été signé. Moi, je veux juste qu'on parle de choses réelles. Voilà, document additif. Si ce document additif. Alors, parce que vous jouez sur les terminologies, alors qu'il y a c'est un accord. Alors qu'il y a un problème de fond, monsieur le ministre, il y a quand même eu un dialogue politique qui a accouché d'un certain nombre de choses sur lesquelles vous vous êtes entendus et vous semblez jeter le papier. Roby, un accord entre toi et moi, c'est un papier qu'on signe ensemble. Donc ça, c'est un accord peut-être entre les 3 facilitateurs. Mais entre nous, gouvernement, opposition et tous les témoins qui ont participé, ce n'est pas un accord. Mais non, mais arrêtez. Monsieur Silla, vous mettez... C'est quand même évident. Est-ce qu'on peut parler de mauvaise foi de la part du gouvernement, monsieur Silla? Les grandes gueules. Monsieur Silla? Oui. Est-ce qu'on peut parler de mauvaise foi de la part du gouvernement guinéen? Non, mais puisque le gouvernement estime qu'ils ne se sont pas engagés par ça, libre à lui. Bien. Moi, ce que je sais, c'est que ce document a été porté au niveau de tout le monde. Et que de toutes les façons, j'ai cette conviction profonde qu'on n'a même pas besoin de lier élection communale et élection présidentielle. La loi exige que les délégations spéciales ne soient mises en place que pour 6 mois. Au-delà de ça, la loi n'est pas respectée. De 5 ans. Voilà. Et c'est ça qui m'importe pour moi. Voilà. Monsieur Silla, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation ce matin. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive.
La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Continuez à réagir, un GG au 8037. Beaucoup de messages ce matin, ça grince. Oui, on va continuer le débat d'ici la fin de l'émission. Peut-être j'aurais faire lecture de quelques messages. C'est important que monsieur le porte-parole du gouvernement se prononce sur le fait que depuis 5 ans, quand même, ces délégations spéciales sont en place, alors qu'elles sont mises en place normalement que pour 6 mois. Oui. Pourquoi ne vous êtes pas donné les moyens de renouveler les conseils communaux en réplique des Guinées? Il faut d'abord établir la chronologie des faits. Je crois qu'en 2010, lors des accords de Ouaga, c'est toute la classe politique qui s'est entendue pour d'abord faire la présidentielle, ensuite les législatives et ensuite passer au communal. Donc ça, ce n'est pas une volonté. D'ailleurs, ce gouvernement n'existait pas au moment où ce chronogramme, entre guillemets, a été adopté. Ensuite, l'évolution des choses a fait de telle sorte que nous ne nous sommes pas concentrés suffisamment sur les communales. Mais ça, ce n'est pas la faute uniquement du gouvernement. Aujourd'hui, ce que l'opposition dit, que si jamais on ne renouvelle pas ces délégations communales et ces maires, ils vont se retirer de l'Assemblée de la CENI. Peut-être que s'il l'avait dit il y a 1 an ou il y a 2 ans, peut-être que ça aurait forcé les choses. Ouais. Donc tout le monde a négligé cet aspect des choses. Et la CENI en premier, qui est chargée d'organiser ces élections. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une faiblesse de votre gestion que de travailler avec une délégation communale pendant 5 ans? Oui, mais ça affaiblit effectivement, puisque dès l'instant où vous n'êtes pas sûr... C'est clair, mais on est d'accord là-dessus. La question n'est pas là. On est tous d'accord sur le fait que ces délégations spéciales et ces maires ne sont plus légitimes au sens de la loi. Ça, c'est le constat qui est fait. Mais monsieur le ministre, vous m'étonnez quand vous dites si l'opposition avait fait pression il y a 1 an, peut-être que cela aurait forcé. Non, c'est pour dire que tout le monde se réveille maintenant comme si c'est un nouveau problème. Il faut toujours attendre que l'opposition montre ses dents pour que le pouvoir se bouge un peu. Non, en fait, aujourd'hui, c'est elle qui crie le plus. C'est elle qui crie le plus. C'est pour ça que j'ai dit, si tous ceux qui sont en train... Oui, d'accord. Si tous ceux qui sont en train de s'exclamer aujourd'hui, de s'indigner, l'avaient fait de la même manière beaucoup plus tôt, peut-être qu'on ne serait pas dans ce problème-là. C'est une responsabilité collective. Monsieur le ministre, un gouvernement attaché aux valeurs de la démocratie, attaché au respect des lois, respecte d'abord l'indépendance de la CENI. Bien sûr, mais imposerait à un moment donné, lorsque les textes de loi sont violés, puisque vous-même vous parlez de l'organisation des communales bien avant 6 mois après les présidentielles, ce qui n'a pas été tenu. J'ai jamais dit ça. Mais si, les textes le disent, et puisque les conseils communaux qui ont été installés sont de façon illégale depuis une très bonne lutte. Mais je vous dis que les conseils communaux c'est petit, les autres c'est depuis 5 ans qu'ils sont illégaux. Est-ce qu'il n'était pas de votre rôle en tant que gouvernement, puisque vous dites que vous êtes respectueux des lois et que vous êtes démocrate, d'imposer à date, même pas. Non, on n'en avait pas les moyens. Dès l'instant où je vous dis que. Peut-être qu'il ne m'entend pas. Alors, et où il n'est pas au courant de ce qui s'est passé. Mais si, mais pourquoi vous n'avez pas imposé l'organisation des communales? La CENI n'est pas indépendante. C'est-à-dire il est de notoriété publique que cette CENI n'est pas indépendante. Voilà le terme que les avocats aiment utiliser. Il est de notoriété publique. Ça veut dire quoi, il est de notoriété publique? Expliquez-moi ça. Aujourd'hui, c'est clair qu'il y a à la CENI des commissaires qui sont issus des partis politiques vis-à-vis desquels ils ont du mal à s'affranchir. D'ailleurs, ils sont considérés aux yeux de la loi comme des commissaires de la République, mais aux yeux des formations politiques comme des envoyés spéciaux ou en tout cas des représentants des partis politiques. Non, ça vous dites, ils sont considérés. C'est une considération. Quel est l'élément matériel qui vous dit qu'ils sont inféodés à qui que ce soit? Mais est-ce que le président a annoncé les élections présidentielles? Mais je vous l'ai dit la dernière fois que c'est tellement évident. Mais c'est évident, mais Djibril, c'est évident. Pour être légitime, il faut qu'il fasse les élections en octobre ou plus tard, c'est évident. Voilà, allez, on va revenir dans un instant, monsieur le ministre. On se donne le délai le plus long possible, parce qu'on va être dans les délais. Mais au-delà du mois d'octobre, c'est évident qu'on ne peut pas. Et si vous vous souvenez, les conditions dans lesquelles il l'a annoncé, ça a été sur insistance du journaliste à l'époque qu'il a dit, bon, on va le faire en octobre. Voilà, allez. Autrement, là, en mars peut-être. Voilà. Waouh, est-ce qu'il s'en sort? Franchement, on va savoir dans la deuxième partie de l'émission. On le garde dans ce studio. Albert Damanta Camara, le ministre porte-parole du gouvernement, toute l'équipe des GG dans un instant. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace.
continuez à réagir. Beaucoup d'SMS ce matin. Voilà, GG au 8037. On va essayer de faire lecture de quelques SMS avant de continuer avec monsieur le ministre Damantan, en même temps porte-parole du gouvernement. Nous avons Paul Moussa Diawara qui réagit ce matin. Monsieur Salifou Silla a été choisi par l'opposition. C'est un facilitateur partisan. Il insiste là-dedans. Eh bien oui, la mouvance avait choisi monsieur Aboubacar Somparé. Donc ses propos partisans ne me surprennent pas. Nous avons aussi honorable Fofana qui, Dr Oussou, voilà, qui réagit ce matin. On va l'appeler d'ailleurs dans un instant. C'est grave, monsieur le ministre. Vous désignez un facilitateur au nom du gouvernement et sa signature ne vous engage pas. Qui a désigné Somparé comme facilitateur? C'est la question qu'il pose ce matin. On ne fait pas de cadeau ce matin au facilitateur qui intervient à l'antenne. Domani Doré aussi, ministre des Sports, donc, qui intervient ce matin. Un facilitateur doit faire preuve de neutralité. Monsieur Salifou fait le militantisme. La Guinée n'en a pas besoin en ce moment pour notre jeune démocratie. Sinon, ce dernier message qui dit quoi? C'est vraiment dommage qu'un ministre de la République nous dit qu'un facilitateur ne peut pas engager un gouvernement et qu'il a été le rôle. Et quel a été le rôle de ces facilitateurs, monsieur le ministre? C'est la grosse question que Sako de NFD pose ce matin. Nous allons continuer le débat. Oui, monsieur le ministre, on va prendre le pouls maintenant de ce chronogramme. Tout est parti de Kindia. On a dit que la CENI a travaillé sous une grosse pression. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est un chronogramme dicté? Pas du tout, dicté peut-être par les événements, la réalité de terrain, la pression, si pression il y a, c'est la pression qui impose à cet organisme d'avoir des résultats et de nous donner effectivement une représentation nationale légitime. Ouais. D'abord présidentielle, ensuite communale. On a dit que le président ne voulait pas du tout entendre parler de communal avant la présidentielle et qu'il y a une grosse pression qui a été exercée sur Bakary Fofana et ses commissaires qui ont donc placé la présidentielle avant les communales. Oui, on est toujours dans ce fantasme-là de dire que la CENI subit une pression. Moi, j'aimerais savoir comment est-ce qu'on peut faire pression sur la CENI. Pour faire pression sur quelqu'un, il faut avoir un levier, il faut avoir un outil de pression. Lequel? Cela n'a pas empêché quand même le président de recevoir quelques commissaires de la CENI, monsieur le ministre. Ce n'est pas une interdiction, il peut les recevoir. Interdiction, mais si c'est en catimini. Non, mais catimini ou quoi? Qu'est-ce que vous appelez catimini? Vous auriez voulu qu'il fasse un communiqué pour dire demain je reçois les commissaires? Ah ben oui, il y a des services d'État. Je ne sais pas si ça s'est fait, mais ceci dit... Le problème, c'est qu'il n'a pas reçu tous les commissaires. Ah oui. Voilà. Il en a reçu quelques-uns qu'on suppose être proches de lui. Maintenant, je ne dis pas non. À supposer que ce soit vrai. Supposer de l'institution. À supposer que ce soit vrai. Moi, je connais des gens de la CENI, des fois, qui ne sont même pas de mon camp, avec qui je discute. La question n'est pas là. Ouais. Recevoir, est-ce que ça c'est un moyen de pression? Si les commissaires de la CENI, parce qu'ils ont été reçus par un président de la République ou qui que ce soit, doivent changer leur ligne de conduite, c'est très grave pour eux d'abord. Quand on parle de pression, de manipulation, c'est d'abord grave pour la CENI. La CENI aujourd'hui a tous les moyens de son indépendance. Elle est élue, les gens qui sont là-bas, je crois que c'est 7 ans, ils ne peuvent pas changer, c'est-à-dire que le président même va finir son mandat, eux ils seront encore en place, ils sont payés grassement, ils ont des frais de mission, ils ont un véhicule de fonction. Je ne vois pas comment quelqu'un peut leur imposer quoi que ce soit. Alors on a vu la sortie de quelques commissaires. Vous êtes choqué de voir ces commissaires sortir et dire qu'il y avait pression? Non, ça montre peut-être qu'à l'intérieur de la CENI, les choses ne marchent pas très bien. Ça, c'est une évidence. Moi, je dis d'ailleurs que peut-être que si on est dans tous ces problèmes, peut-être que parce que la CENI ne fait pas preuve de suffisamment de pédagogie et peut-être qu'en interne, les choses ne se passent pas bien. Mais ça, je suis désolé. Alors, si vous voyez, ce n'est pas la faute du gouvernement. Si vous voyez à distance que ça ne se passe pas bien, vous ne craignez pas pour les élections qui arrivent? Vous pensez que la CENI est capable de bien gérer? Alors vous posez la bonne question. Et si nous doutons de la capacité de la CENI d'organiser ces élections, mettons-nous tous ensemble pour qu'elle le fasse dans les meilleures conditions. Et ce n'est pas en lui imposant un chronogramme qui nous plaît, nous, qu'on va y arriver. Voilà. Allez, au moins c'est clair là-dessus. Point barre, comme il le dit Albert Damantan. Allez, nous avons Dr Oussou en direct ce matin chez les GG Roby. Les grandes gueules. Dr Oussou, bonjour. Bonjour Roby. Bienvenue dans les grandes gueules. Merci. Alors vous avez écouté monsieur le ministre, un dialogue a eu lieu, les conclusions du dialogue ont été établies, des facilitateurs ont signé. Monsieur le ministre nous dit que ça n'engage pas le gouvernement. Mais je dis que c'est très grave, parce que pour ce dialogue, il a été demandé au gouvernement de désigner un facilitateur. Monsieur Somparé a été désigné par le gouvernement, l'opposition a désigné monsieur Salifou Silla, avec le représentant des Nations Unies, M. Seldini. Il y a eu une discussion, il y a eu un dialogue. Ils ont parlé des élections législatives. Ils ont parlé des élections communales. Monsieur Damantan, ministre, était dans la salle. Monsieur Fall était dans la salle. Monsieur Alassane Condé était là.
on a signé, toutes les parties ont signé le document concernant les élections législatives. Mandat a été donné aux facilitateurs, désignés, je dis bien par l'opposition, par la mouvance, de faire un document additif. Ce document a été fait, signé par les facilitateurs et transmis aux représentants de LP Jacques Ansel, transmis au gouvernement, aux représentants de l'opposition, les Nations Unies étaient en copie, les ambassadeurs de France et des États-Unis en copie. Officiel. Document donné, publié. Qui engage tout le monde. La question que j'ai envie de poser, honnêtement, est-ce que M. Damantan peut dire au peuple de Guinée que la signature de M. Sompari, désigné par le gouvernement comme facilitateur, ne les engage pas? C'est catégorique, c'est non. C'est catégorique, c'est non. Pour l'organisation des communales, c'est non, et ça, c'est catégorique. Peut-être qu'à l'UFDG, si votre facilitateur avait dit là-bas que l'UFDG ne va présenter aucun candidat, ça vous aurait engagé. Le gouvernement de la République de Guinée, qui représente 12 millions de Guinéens, ne peut pas se laisser engager par un facilitateur, c'est catégorique. Je suis convaincu que demain, vous êtes en train de me donner l'impression, vous avez été désigné par M. Alpha Condé comme ministre de l'enseignement universitaire. Je veux dire que M. Alpha Condé est capable de dire demain que ce que vous faites, M. le ministre, là, Damantan, ne l'engage pas. Vous prenez un facilitateur qui vous le comparez ce qui n'est pas comparable, M. Fodéossou. Ce n'est pas comparable. Vous parlez d'un gouvernement légitimement. C'est comme si vous mettez votre signature de député, votre engagement de député, au même niveau qu'un facilitateur. Ce n'est pas acceptable. Vous ne l'accepteriez pas, vous. Si votre facilitateur vous avait engagé sur des choses qui ne vous plairaient pas, vous ne seriez pas en train de défendre cette position ici. Mais le problème n'est pas la Fodéossou. Qu'est-ce qu'on fait maintenant que la CENI dit qu'on ne peut pas aller à la présidentielle? C'est ça le débat. À supposer qu'on se soit engagé, qu'est-ce qu'on fait ensemble pour aller à la présidentielle et au communal? Voilà. C'est ça la question. Monsieur Damantan, permettez-moi. D'accord. Parce qu'une question m'a été posée. D'accord. Monsieur Samparé, heureusement, il est là, il est chez lui. Tous les acteurs qui étaient dans cette salle, monsieur Alassane Condé, tout le monde était là. Votre homologue, monsieur Hussein Fall, ministre des Affaires étrangères, est là. Demandez à ces gens-là si la signature de M. Somparé ne les engage pas. Ça veut dire que la signature de M. Somparé vous engage pour les élections législatives. Si on pouvait évoluer un petit peu, ça serait super intéressant. La question de M. le ministre, c'est capital quelque part. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, Moussa Moïse là? La question est simple. Alors vous attendez que le gouvernement vous tende la main pour créer un nouveau cadre de dialogue? Ou bien vous en tenez à ce qui a été annoncé parce que vous avez annoncé, une batterie de mesures, surtout l'installation des délégations parallèles. Comment techniquement tout cela est possible, Dr Oussou? Nous avons demandé depuis longtemps au gouvernement, mettons-nous sur la table, parlons, négocions, nous sommes des Guinéens, on peut le faire, on peut dialoguer. Chaque fois que nous avons demandé de dialoguer, on nous a trouvé un argument en disant l'ordre du jour n'est pas accepté par le LP Jacques Ansel. Le ministre de la Justice n'est pas là. Écoutez, on peut trouver une solution à toutes ces questions autour de la table. Alors, quelle est la solution sur l'UFDG? C'est très simple, voilà, du côté de l'opposition. Parce que à dire aujourd'hui que vous n'êtes pas d'accord avec la CENI et que avec le chronogramme, vous dites que la CENI n'est pas indépendante. Là, vous, du côté de l'opposition, vous confirmez que la CENI n'est pas indépendante parce qu'il y a une pression que vous faites en ce moment à dire qu'il faut qu'on mette, je veux dire, les communales avant la présidentielle. Écoutez, nous avons, ce que nous demandons, c'est le respect, c'est le respect de la loi. Nous ne demandons même pas qu'on invente quoi que ce soit. Il faut qu'on se pose des questions. Est-ce que oui ou non, on peut organiser les élections communales avant les élections présidentielles? Je réponds oui. Pourquoi? Vous travaillez à la CENI? Docteur Fodé, le débat sur l'élection communale vient de naître. On n'a jamais entendu vraiment l'opposition taper du poing sur la table, n'eût été dans cette discussion que vous avez vue autour de ce dialogue. Pourquoi subitement vous avez en fait un problème parce qu'on a parlé de présidentielle, vous parlez de communal, alors que ces communales devaient se tenir il y a longtemps, le débat n'a jamais été autant public que maintenant. Mais il n'y a jamais eu autant de débats pour l'organisation des élections communales. On a passé tout notre temps à demander à ce qu'on organise les élections communales et communautaires. Une date avait été donnée.
on s'était mis d'accord que pendant le premier trimestre de 2014, on allait organiser des élections communales et communautaires. Nous avons attiré l'attention de la communauté internationale. Nous avons demandé à tout le monde que ces délégations spéciales-là ne sont pas légitimes. La loi dit que le mandat de délégation spéciale, c'est 3 mois, renouvelable une seule fois, ça fait 6 mois. Nous avons demandé, nous nous sommes battus, nous avons exigé à ce qu'on organise les élections communales. Ce n'est pas maintenant. Bien. La question qu'il faut poser, c'est la question qu'il faut poser. Il faut poser la question au gouvernement. Pourquoi le gouvernement veut laisser des délégations spéciales qui ne sont pas légitimes pour pouvoir aller organiser les élections présidentielles? Voilà. Alors, le ministre Damanta a des propositions à vous faire. Moi, je souhaiterais qu'on sorte de nos querelles, puisque je perçois quand même que ce qu'on cherche tous, c'est l'avenir de la Guinée, la paix, la sérénité. Vous avez dit tout à l'heure quelque chose qui est fort juste. C'est vrai qu'on aurait peut-être pu débattre de ça autour d'une table de dialogue et que, à cause d'un certain nombre de préalables et de conditions qui ont été mises, on n'a pas pu s'asseoir ensemble. Je suis d'accord avec vous. Je ne suis juste pas d'accord quand vous dites que c'est la mouvance qui a mis des préalables. Chacun en a mis et on n'a pas pu s'asseoir encore. Je crois que la question aujourd'hui fondamentale, vous l'avez posée tout à l'heure, vous l'avez décrite et vous avez fait part d'une inquiétude en disant que pour vous, il est possible d'organiser les communales avant la présidentielle. C'est une question cruciale, Fodé Oussou. Moi, je pense que vous et nous, on ne peut pas prendre le risque d'avoir de mauvaises élections communales et ensuite de mauvaises élections présidentielles. On a trop souffert de ça pendant 4 ans en étant en train de contester les résultats des élections. Ouais. Asseyons-nous pour voir si effectivement il est possible techniquement d'organiser les communales. Il y a une crise de confiance, ensuite, monsieur le ministre, quand même. Hein, on doit ne pas le faire. Comment on fait pour que la présidentielle soit sécurisée? Parce que ce que moi j'ai compris, c'est que votre inquiétude, c'est l'inféodation des représentations communales. Je ne sais pas ce qu'il en pense. Mais écoutez, monsieur le ministre, oui, la CENI a engagé 3 millions de dollars. Les commissaires de la CENI ont dépensé plus de 3 milliards de francs guinéens. On a recruté un opérateur. Le fichier, ils ont fait des corrections. Ce qui reste, c'est l'impression des cartes aller aux élections. On peut aller aux élections dans 45 jours. Mieux vaut qu'on organise les élections communales et communautaires pour avoir des élus qui sont... Ça, c'est une imposition. Mais où est-ce que vous mettez Ebola dans tout ça? Parce qu'on est encore dans la crise Ebola. Mais attendez, mais si on est dans la crise Ebola, on ne peut pas dire, on ne peut pas organiser les élections communales parce qu'il y a Ebola, mais on peut organiser les élections présidentielles avec Ebola. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas du tout. Et je vous dis, Roby, il y a un pays comme le Libéria qui n'a pas de système sanitaire du tout, qui est parvenu à faire des organisations. Docteur Fodé, on est un peu pris par le temps. Moi, j'ai une question pour les deux parties. Aujourd'hui, vous demandez, chacun demande à s'asseoir et discuter. Jusqu'à quel niveau, vous, dans le camp de l'opposition, êtes-vous prêt à faire des concessions? Et en même temps, la question revient aussi à monsieur le ministre dans ce studio. Jusqu'à quel niveau êtes-vous prêt? Il est important qu'on le sache. Ils disent qu'on va discuter. Ils vont discuter sur quoi? Ils vont discuter pour s'entendre. On discute pour s'entendre sur un certain nombre de choses. Aujourd'hui, les problèmes sont... Quelle base? Les problèmes, ils n'ont qu'à nous le dire. Les problèmes sont établis. Vous en parlez, vous connaissez les points d'achoppement. Jusqu'à quand? Jusqu'à où êtes-vous prêt à partir, docteur Fodé? Écoutez, on fait une négociation directe. Voilà. Pour nous de l'opposition, nous ne pouvons pas prendre le risque d'aller à une élection présidentielle sans le communal. Dans notre tête, c'est très clair, parce que nous savons les risques qu'il y a dedans. Alors, quels sont ces risques? Non, mais les risques sont énormes. Vous savez dire que vous connaissez M. Girassi, vous êtes en Guinée ici depuis longtemps. Vous savez le rôle que peuvent jouer les élus locaux dans l'organisation d'une élection. Vous connaissez. Ouais. Vous connaissez ça. Moi, je ne rentre pas dans ces détails. Bien. Deuxièmement, nous avons dit la CENI, parce qu'aujourd'hui, M. le ministre Damantan est en train de donner l'impression comme si cette CENI-là est une CENI indépendante. Bien. Moi, je le dis, depuis la fin des élections législatives, la configuration a complètement changé. Si on ne peut pas faire la réforme de la CENI, qu'on nous donne la possibilité, nous, au moins de désigner nos représentants. Bien. Parce qu'aujourd'hui, il y a des représentants, il y a des gens qui étaient... Quand je prends l'IFR n'a plus de représentants là-bas. Il y a des représentants il y avait des gens qui étaient de l'opposition qui sont là à la mouvance. Voilà. Merci beaucoup. Qu'on nous donne la possibilité de désigner nos représentants dedans. Et qu'on organise les élections communales tranquillement,
tranquillement, on va faire les élections tranquillement, le pays va se calmer parce que personne ne veut qu'il y ait des problèmes dans ce pays. Merci beaucoup, docteur Oussou. Et on peut le régler par le dialogue. Voilà, par le dialogue, surtout le dialogue, c'est important. Merci beaucoup, docteur Oussou Fofana. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse ? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Voilà, on va essayer de prolonger le débat, pourquoi pas jusqu'à 11h, exceptionnellement ce matin. Moussa Moïse, on a écouté Dr Oussou. On a l'impression, en tout cas selon les derniers propos de Dr Oussou, que chacun se joue de la CENI. On voudrait avoir une institution électorale indépendante, mais en même temps, tantôt on appelle les commissaires représentants, on les appelle nos délégués. Mais je pense que cette question de la CENI, pour trouver une solution, parce qu'elle revient tout le temps, c'est une question sempiternelle, il faudrait avoir une CENI composée de techniciens. Voilà. Franchement, on peut le trouver. Maintenant, la question que j'aimerais poser au ministre Damantan, c'est de savoir, est-ce que dans les prochains jours, ils vont créer un cadre de concertation pour appeler l'opposition autour d'une table? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Non, mais c'est prévu. J'ai vu le Premier ministre interpeller plusieurs fois les ministres qui sont membres de cette commission de dialogue, faire pression sur également la mouvance pour qu'elle se mette d'accord avec l'opposition sur l'ordre du jour. Et on parle des élections. On parle des élections. Il le fait à sa manière, il le fait, c'est peut-être pas visible. Mais ce que je voudrais dire surtout, je rebondis un peu sur la fin de l'intervention de Fodé Oussou, c'est que peut-être qu'on ne serait pas dans tous ces problèmes-là si la CENI communiquait un peu plus, faisait preuve d'un peu plus de pédagogie. Je suis obligé de le reconnaître. Je suis obligé de le reconnaître parce qu'on discute de choses qui doivent se discuter à l'intérieur de la CENI. Maintenant, moi, je ne suis pas un expert en élection. J'ai entendu la CENI expliquer, j'ai vu avec certains cas du ministère de l'administration du territoire, qu'en principe, les maires n'ont aucune forme d'influence sur les élections. Ça, c'est un. J'ai entendu la CENI dire qu'elle va mettre un cadre de transparence et de gestion qui va leur enlever le petit dernier élément qui leur permet d'avoir un œil sur les élections. Donc, si l'inquiétude réelle de l'opposition, c'est l'implication des représentants communaux dans les élections, cette inquiétude peut être dégagée par ce travail de la CENI. Soyons raisonnables, soyons responsables. Personne n'a à gagner à ce qu'on arrive à une situation où le président de la République ne serait plus légitime. Personne n'a à y gagner. Quel que soit ce que les gens peuvent penser, personne n'a quoi que ce soit à y gagner. La solution, c'est quoi, parce que vous parlez du cas de la CENI. Je veux dire, la proposition du côté du gouvernement, qu'est-ce que vous proposez concrètement? Parce qu'à prendre position à dire, nous prenons acte par rapport au chronogramme et tout, l'opposition niette là-dessus, on se dit non, il faut d'abord les communales avant les présidentielles. Quelle est la solution aujourd'hui du côté du gouvernement? Les positions sont tranchées. Voilà. Les positions ne sont pas si tranchées que ça, parce que nous n'avons pas de position spécifique. Notre position, c'est de dire, nous respectons ce que la CENI nous propose. Maintenant, on s'assoit autour d'une table, on évalue effectivement tout ce que la CENI propose. Quels sont les... Est-ce que vous avez reçu quelqu'un de la CENI depuis cette affaire-là? Oui, bien sûr. Beaucoup. Ils vous ont expliqué les raisons pour lesquelles... Bon, bref. Nous, on se met autour de la table. Le problème, c'est que ça tient pas. Voilà. Ça, c'est vous qui le dites. Mais bon, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas cette capacité d'analyse que vous avez. Apparemment, vous êtes des experts. Mais non, pas du tout. Mais voilà. Donc, on discute et ils nous disent qu'est-ce qui a prévalu à cela. Ça a déjà été fait à l'intérieur. Normalement, déjà là, vous savez ce qui s'est passé lors du dialogue, c'est un élément important. Parce que lors du dialogue, les accords du 3 juillet. Quand M. Condé, ancien ministre à l'époque, dit quelque part que... qu'il était plus pressé. Non, mais ça c'est M. Salif Silla qui le dit. Ok. Voilà, vous n'avez pas entendu M. Alassane Condé dire ça. Ça peut être une boutade. Bon, ça peut être une boutade. Ça peut être une boutade aussi. Bref. Alors, monsieur le ministre... Non, j'en viens. Il y a un élément qui est très important. Pendant les négociations du 3 juillet, je ne viole pas un secret en le disant, avec tout ce que nous avons demandé pour sécuriser le processus des élections législatives, à un moment donné, il y a la CENI qui s'est levée de la salle pour dire qu'elle n'était pas d'accord sur le protocole qui devait être signé avec toutes les parties, que c'était une violation de l'indépendance de la CENI et que troisièmement, elle allait attaquer le protocole devant la Cour suprême. Et on était tous présents dans la salle. Donc, voilà la problématique dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Donc il faut qu'on soit conséquent. Nous avons des textes, nous avons l'indépendance de nos institutions. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Si on se met d'accord pour discuter, il faut savoir de quoi on discute et dans quel objectif. L'objectif, c'est d'avoir des représentants élus de manière transparente. Qu'est-ce qu'on fait pour ça?
Voilà la question. Ouais. Mais il n'y a pas de réponse, justement, parce que vous avez posé une question. Elle sortira sans doute du dialogue qu'on aura. Albert Damanta, notre invité ce matin. Les grandes gueules, la minute, oui ou non. Un feu roulant de questions, avec une seule réponse possible. Oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. Il n'a pas l'air, hein, franchement, ce matin. Continuez à donner une note. GG au 8037, ça se passe là. Eh bien, si vous voulez noter la voix officielle, en tout cas, du gouvernement en Guinée, c'est maintenant ou jamais. Et derrière, il aura 1 minute 27 secondes, une manière de rassurer, pourquoi pas, le peuple de Guinée. Ahmed Camara, oui ou non? Alors, monsieur le porte-parole du gouvernement, le choix de cette date, c'est la CENI, voilà, c'est la responsabilité de la CENI. Mais la responsabilité du gouvernement, c'est d'instaurer la paix. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment, depuis que cette date a été publiée par la CENI, qu'il y a des risques de violence? Oui ou non? Oui. Moussa? Oui ou non, le gouvernement pense, en tout cas du côté de la mouvance aussi, qu'il nous faut maintenant une CENI complètement technique. Oui. Oui. Allez-y. Allez, Roby, le micro n'est pas actif, je comprends pas. Allez-y, mon cher ami. On rentre dans un nouveau processus de dialogue qui va certainement se prolonger, avec la crainte de l'illégitimité dont vous parlez de la présidence de la République. Est-ce que le 11 octobre risque de ne pas se tenir? Oui ou non? Ah oui. Ouais. Oui ou non, vous avez piégé l'opposition une nouvelle fois de plus avec les accords du 3 juillet? Non. Oui ou non, on peut dire que si on se retrouve dans ce blocage, dans ce nouveau blocage, on peut imputer la responsabilité au gouvernement et à la mouvance présidentielle. Non. Alors, oui, non, je pose la question. Oui, parce que le ministre le ministre d'État de la Justice. C'est pipé le jeu. Voilà, c'est ça. Alors oui ou non, voilà. Oui ou non, au moins, c'est le ministre qui te recadre en plus, avocat. Alors, oui ou non, l'opposition est de mauvaise foi parce qu'elle a vu sa défaite de loin. Joker. Ben voilà. Allez, Roby, dernière question. Oui ou non, si le 11 octobre n'a pas lieu, la Constitution sera respectée? Oui. Voilà, Moussa Moïse. La question de l'UNFPP a été complètement résolue. Oui. Oui. Monsieur le ministre, beaucoup de caméras, cette caméra, elle vous appartient. Vous allez éventuellement vous adresser à ces millions de téléspectateurs qui nous regardent à l'intérieur du pays, à Zérékoré, où on est très suivi, pourquoi pas, à Kindia également. Qu'est-ce que vous avez à dire au peuple de Guinée en ce qui concerne cette crise? Sortons de la passion. Ouais. Ah oui. Ouais. Sortons de la passion et puis abordons la raison. La question aujourd'hui, ce n'est pas de savoir quelle est la primauté d'une élection par rapport à une autre. Aucun texte de toute manière n'en traite. La question est de savoir qu'est-ce qu'on fait pour que demain, les différents représentants qu'on aura, que ce soit les maires ou le président de la République, soient légitimes. Nous avons un organe que nous souhaitons respecter, c'est la CENI, et que nous essayons de respecter dans la mesure du possible. Elle nous dit que pour atteindre cet objectif, il faut absolument que l'on commence par les présidentielles. Trouvons les moyens, si nous devons respecter cette décision, de faire de telle sorte que, en procédant de la sorte, la sécurisation de l'élection permette de donner la confiance à nos frères de l'opposition, mais évitons à tout prix tout ce qui peut nous amener dans un système d'instabilité institutionnelle et de retour à une transition. Et nous espérons de bonne foi, tous les Guinéens espèrent de bonne foi que ce n'est pas ce que souhaitent certains lorsqu'ils réclament absolument à la CENI de faire ce qu'elle dit elle-même qu'elle ne peut pas faire. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Les GG continuent. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Voilà, on a entendu l'appel du président. Nous allons continuer notre émission dans un instant. Abdourahmane Sano, président de PECUD, va s'installer dans ce studio. On va essayer de faire la lecture de quelques SMS en live. Lai Junior Condé, évidemment, qui réagit ce matin à Ahmed Camara. Installer ces délégations spéciales le matin, que l'après-midi, ils seront conduits devant un juge. Et ben voilà, il est catégorique là-dessus. Hein. C'est comme l'autre aussi, le président de la mouvance politique du côté de l'Assemblée nationale, qui est très Damaro, voilà, qui est très dur dans les propos. Je pense que vous allez mettre un peu d'eau dans votre vin. C'est important là, Junior. Voilà. Pourquoi, avec les délégations spéciales, l'opposition s'est tapé les députés des 5 communes de Conakry? Foutaise. Et il insiste là-dessus, notre ami Lai Junior Condé. Damanta est un ministre avant-gardiste. Nous avons ce autre message aussi, toujours du côté de la présidence de la République. Paraît qu'on ne nous écoute pas. Et comme par hasard, on nous envoie des SMS. Allez.
Monsieur le Président, bien, bonjour. Je ne comprends plus rien. Si l'opposition sait qu'elle veut gagner l'élection présidentielle, pourquoi avoir peur d'aller, même si l'opposition, je ne sais pas ce qu'il veut dire, hein, franchement. En tout cas, le message est codé et c'est compris, il n'y a pas de problème. Allez, François Bruno qui dit, ne me laissez pas sur ma faim. J'étais là lors de cette signature. Je veux 5 minutes d'antenne. Eh bien, pour l'instant, c'est pas possible, François Bruno. On va essayer de continuer de l'autre côté, les gars, avec voilà. GG au 8037, bonjour les grandes gueules. Dites à Dami que Obama a raison quand il dit que l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais des institutions fortes. Que Dieu sauve la Guinée. Merci beaucoup. Il y a cet auditeur qui note Damantan, 3 sur 10 au ministre Damantan. C'est Shérif de Taouia qui nous envoie ce message. L'opposition avait boudé l'Assemblée quand les 4-4 sont venus. Ils ont repris. Et puis voilà, donc c'est Shérif qui nous envoie ce message. À l'absence des arguments solides, votre invité a même perdu son vocabulaire. Je le note 3 sur 10, c'est Aoulou Gondoy, Diallo de Bomboli qui nous envoie donc ce message. Un autre message, dites à l'opposition aussi, voilà, Moussa qui fait des dégâts dans ce studio. Voilà, allez, nous allons continuer avec cet autre message. Bonjour, c'est Ali Moubindi, s'il vous plaît Lamine, appelez M. Aboubacar Somparé. Voilà, je pense qu'on va essayer de gérer ça demain avec Aboubacar Diallo, pourquoi pas. Bonjour, je suis Aboubacar Zaïd. Les GG, je vous aime bien. Dans la tâche de là, je ne comprends pas ce qu'il veut dire, hein, franchement, le monsieur. Voilà, nous allons continuer avec notre invité que vous voyez déjà à l'écran, c'est bien sûr monsieur Abdourahmane Sano. Bonjour, monsieur Sano. Bonjour. Bienvenue chez les GG. Alors, merci d'avoir répondu à notre invitation. On parle aujourd'hui donc de ce processus électoral. La société civile qu'on considère aujourd'hui comme fantôme en Guinée. Ouais. Concrètement, qu'est-ce que vous êtes en train de faire sur le terrain? Parce que moi, je l'ai toujours dit, la société civile n'existe pas en Guinée. Ouais. Peut-être que ce n'est pas le cas du côté de la PQ. Ben voilà. Ouais. D'abord, permettez-moi de vous remercier pour l'opportunité que vous nous offrez à nous adresser à vos dizaines, centaines de milliers d'auditeurs et de téléspectateurs. Le sujet brûlant aujourd'hui, on le sait effectivement, il y a lieu de se poser la question de savoir que fait la société civile pour aider notamment notre pays à prévenir cette nouvelle crise qui s'annonce à l'horizon. Vous le savez, vous connaissez la situation de la société civile. Peut-être qu'elle n'est pas fantôme, mais elle a des difficultés, j'en conviens avec vous. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les États généraux avaient été lancés pour prévenir justement sur ces problèmes qui s'annoncent. En tout état de cause, nous sommes rattrapés aujourd'hui par cette réalité. Et il faut bien que des initiatives soient prises pour tenter de l'endiguer. Vous parlez de rôle avant-gardiste, on est bien d'accord, la société civile a ce rôle-là, mais la crise que nous connaissons aujourd'hui ne date pas de maintenant. Est-ce que vous avez tiré les leçons de 2010? Si oui, qu'est-ce qui a été décidé et qu'est-ce qui va être fait concrètement? Du concret, c'est de ça dont on a besoin. Encore une fois, tirant les leçons de 2010, et vous savez le contexte de 2006, déjà la société civile était complètement décapitée. Ne l'oublions pas, c'est ce qui a fait qu'on ne l'a pas vu entre les deux tours où le tissu social a été ébranlé. Le problème, c'est qu'il y en a qui ne reconnaissent pas que cette société civile est aux abois. Oui, notamment dans ça, je crois, dans ça, Kourouma. Non, je suis d'avis avec vous, Robin. Le problème n'est pas de reconnaître ou de reconnaître. Le problème, c'est le constat qui est là, qui crève les yeux. Et c'est de cela, moi, je suis en train de parler. Donc, étant donné que déjà elle était décapitée, la société civile, on ne l'a pas vue entre les deux tours. Entre les deux tours, nous avons été obligés. Et la mort dans l'âme, je dirais, voir la communauté internationale venir nous administrer ces solutions ponctuelles. Voilà, c'est ce qui nous a permis à sortir. Aujourd'hui, carrément, ou pratiquement, on est en train de s'acheminer vers cela, vers cette implication de la communauté internationale, d'autant plus que depuis que tout ce tumulte politique a commencé, on n'a pas du tout entendu la voix de la société civile. Elle est complètement à faune, cette société civile. Oui, justement. Le problème, encore une fois, ce n'est pas de parler. Il y a des gens qui font en longueur de journée des déclarations. Oui, les propositions se font. La situation dont vous parlez est une situation qui n'est pas
une situation superficielle, c'est une situation, il l'a dit tout de suite là, depuis pratiquement quelques décennies maintenant, on est dans un cycle de violence avec vraiment des aspects, des paramètres, des facteurs qui sont, ne sont pas superficiels, ils sont profonds. Lorsque vous voyez cette affaire de programmation des élections qui fait aujourd'hui des présidentielles et avec plutôt un décalage du point de vue de l'opposition entre les présidentielles et les municipales qui semblent pour elles être reportées au calendrier grec, il se pose toute la problématique de la CENI. Et cette problématique de la CENI, la classe politique n'y est pas absente. Il faut bien qu'on se dise la vérité. C'est cette classe politique qui nous impose une forme de CENI qui est constituée d'acteurs. Il est vrai qu'il y a aussi des acteurs de la société civile qui certainement ne font pas honneur à la société civile. Oui, bien sûr, nous avons, quelle que soit leur origine, ils représentent la société civile. Très malheureusement, et encore une fois, je reviens à rappeler le contexte. Parce que à un moment donné, nous avons eu, très franchement, il est douloureux de le dire, mais c'est la vérité, il faut le dire, nous avons vu une certaine, excusez-moi, je ne sais pas si le mot existe, mais de notabilisation des acteurs de la société civile à la tête de cette institution. Vous parlez de qui? De Aziz Diop? Je ne parle pas d'Aziz Diop, je ne parle, vous ne m'entendez pas parler de personne. Vous êtes sur les grandes gueules. Mais à partir du moment... on ne touche pas à la plaie, monsieur Sanoussi, à partir du moment... Permettez-moi... On va continuer à parler, à parler. Vous me laissez aller jusqu'au bout de ma logique. Non, je veux vous laisser bien continuer. Laissez-moi aller au bout de ma logique et vous comprendrez tout de suite. C'est important qu'on touche vraiment le problème à la plaie. C'est important. C'est bien important de toucher la plaie. Maintenant, voilà, vous parlez que je sache, Aziz Diop n'a pas été ministre de la République. Ben alors là, pas du tout. Voilà. C'est qu'il y a eu des acteurs de la société civile. Vous avez été ministre de la République. Oui, mais pas venu de la société civile. C'est ce que je dis. Et à l'époque, j'étais pas... Vous voulez dire que la société civile est considérée comme un tremplin pour certains? Exactement, oui. C'est ce que je dis. Qui exactement? Non. Attendez, monsieur. Non. Mais monsieur Sano, quand même. Attendez. Mais non, mais c'est important. Oui, mais si on ne touche pas à la plaie, on ne peut pas trouver de solution. Oui, désolé. Permettez-moi de vous dire qu'on ne peut pas toujours ramener les problèmes de la Guinée à des questions de personnes. Alors là, pas du tout. Ils sont à mon avis. Tout, mais si on identifie ces personnes-là, on peut trouver des solutions. Bien plus important. Oui. Voilà. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Quand vous me parlez de ces personnes-là, nous proposons qu'on cette femme qui a été ministre de la République, qui venait de la société civile. Nous proposons les états généraux de la société civile pour que nous renoncions, les acteurs qui sont impliqués et qui sont à la tête des organisations de la société civile, acceptent de renoncer souvent à des propositions qui nous détournent de notre combat. Monsieur Sano, est-ce qu'il n'y a pas la nécessité aujourd'hui? C'est langue de bois, je suis désolé. Non, mais je vous assure. Est-ce qu'il n'y a pas la nécessité, sérieusement, au regard de votre déclaration un peu plus décevante ce matin, que la société civile fasse une propre douche avant d'indexer les autres? Mais bien sûr, monsieur, je vous ai parlé des états généraux, encore une fois. Les états généraux. Alors, moi, je suis resté encore sur ma fin, sur la question de la proposition de cette société civile. Mais c'est vrai. Mais Roby, tous les jours, il y a des propositions. Mais nous avons nous-mêmes des problèmes. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Écoutez. La société civile elle-même, elle a des problèmes. La question a commencé là. On ne peut pas l'occulter, c'est des problèmes réels. Comment voulez-vous qu'avec ses propres problèmes, et puisse influer le cours des choses? Je vous dis non, c'est pas possible. En plus, le peuple n'a plus confiance. Mais il y a une rupture de confiance entre la société civile et les citoyens. Il y a une rupture de confiance entre la société civile et les acteurs politiques. Parce qu'ils nous voient la nuit en train, dans leur salon, en train de leur faire allégeance. Et le jour, ils nous entendent tenir des discours démagogiques sur les ondes et sur vos ondes avec vos appuis. On dit ceci. Il faut que la société civile balaye devant sa porte, à travers les états généraux de la société civile, qu'on fasse l'état des lieux, qu'on fasse notre autocritique et qu'on se mette d'accord sur un nouveau contrat au nom des citoyens. C'est cela la première étape. Les grandes gueules. Pour l'instant, on ne peut rien attendre de vous. Dans cette crise... Puisque la maison est toujours sale. Mais à partir du moment, à partir du moment où nous avons nos propres problèmes, on n'est pas en classe. Je vais vous faire une illustration.
ce n'est pas parce que ce n'est pas parce que votre toit coule que lorsque la case du voisin brûle, vous n'allez pas vous inquiéter. Vous en inquiétez. Il y a une énorme contradiction. Il n'y a pas de contradiction là. C'est que nous sommes là. Voilà une situation comme tous les ans presque qui nous tombe dessus. Tous les ans, on est dans un cycle de violence. Non, je vais le donner la parole. Il y a de nouveaux problèmes. Au même moment où nous devons prendre des initiatives. Ah mais non, mais si, Djibril. Non. C'est important. Pas du tout. Moi, d'ailleurs, je ne reconnais pas en cette société civile qui semble émiettée, politisée et qui ne semble pas du tout avoir la voix au chapitre. Une question. Aujourd'hui, c'est vrai, vous avez des problèmes qui sont incontestables. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour contribuer à la décrispation du climat politique? Voilà. À ce niveau... Pour revenir aux propositions. Parce qu'il faut parler. Non, mais attendez. Oui, allez, les gars, la question est importante parce que il y a le feu au lac, ça urge. Il faut faire quelque chose pour parer au plus pressant, M. Sano. Dans les jours à venir, que compte faire la société civile pour éviter que le feu n'embrase, que la Guinée ne s'embrase? Non, ce que nous sommes en train d'entreprendre dans ce cas de figure, parallèlement à nos initiatives qui étaient déjà en cours, c'est que nous sommes en train de préparer la prise de parole sur la base de l'analyse assez objective de la situation telle que nous la concevons. Deuxièmement, faire des propositions concrètes en vue de compromis, parce que tel que nous voyons la situation évoluer, forcément, c'est autour d'une table de dialogue, c'est autour d'un accord politique qu'on pourrait éventuellement arriver. Est-ce que vous allez vous y employer pour qu'il y ait un retour de tous les acteurs autour de la table? Nous sommes en train de travailler déjà sur une prise de parole collective. Ça ne se fait pas de but en blanc. C'est pas parce que ça a commencé... Mais ça urge. Oui, mais que ça urge. Tous les problèmes de la Guinée sont toujours comme ça. Et puis on ne peut pas... On a beaucoup de priorités, mais en même temps... Nous ne sommes pas des pompiers. Mais nous voulons travailler dans le fond. Un travail de fond. Et nous ne voulons pas travailler sous la pression, des uns et des autres. Nous ne voulons pas travailler dans l'émotion. Nous voulons réfléchir. Monsieur Sano, j'ai l'impression que vous avez quand même votre plateforme, la PQD, a un rapport assez difficile avec le CNOX. Aujourd'hui, nous vivons une crise. Oui, le CNOX, c'est clair. Vous avez un rapport difficile. Nous vivons une crise politique. J'ai plus confiance à la PQD, comment vous pourrez parler au nom d'une seule et même voix à la classe politique pour faire des propositions de solutions alors que les différentes plateformes, vous ne parlez pas le même langage? Écoutez-moi très bien. La Guinée et le problème de la Guinée sont, à mon avis, bien plus importants et de loin qu'une bisbille entre PQD et CNOX. Oui, attendez, non, mais ensuite écoutez le CNOX. Moi, je vous dis, je vais vous faire une indiscrétion. Je m'excuserai très fort pour ceux qui se sentiront vraiment trahis par cette indiscrétion. En 2013, lorsque, dans les mêmes circonstances, on était encore confronté à des troubles sociopolitiques. En mars déjà, j'ai mobilisé et j'ai réussi à mettre autour de la table les syndicalistes, les patronats et la majeure partie des organisations de la société civile, sauf le CNOX, n'ont pas voulu venir. Mais nous sommes sortis avec des propositions de sortie de crise. Et vers avril, je me suis vu avec un émissaire d'une des parties en conflit, en tant que personnalité ou en tant que personne, chez moi, pour venir me faire des propositions en vue de m'impliquer directement dans la sortie de crise. Et je vous avoue, j'ai suivi les propositions qui m'ont été faites. Des émissaires de l'opposition et de la présidence de la République sont retrouvés dans ma cour pour commencer déjà à parler. Mais ce n'est pas des choses qu'il faut dire sous... Non, nous ne voulons pas rentrer dans ces jeux-là. Les problèmes de la Guinée sont bien plus importants que les questions de bisbille entre vraiment une organisation qui est plutôt constituée
d'un certain nombre de personnes et une autre constituée d'un certain nombre de personnes. Moi, je veux qu'on mette les problèmes de la question souvent au-dessus de tout citoyen, quelle que soit sa position dans la société. Voilà, le débat est tellement intéressant. Malheureusement, je suis obligé de rendre l'antenne, voilà, exceptionnellement. Monsieur Sano, si vous le permettez, je pensais que Babacar allait vous programmer un jeudi parce que là, c'est vraiment intéressant. Je suis vraiment désolé. Merci beaucoup en tout cas d'être passé dans l'émission. À moi de vous remercier. Voilà, monsieur Abdourahmane Sano, donc, que vous allez retrouver pourquoi pas sur Espace TV avec d'autres émissions. On se quitte là-dessus. Demain, on va se retrouver avec un autre ministre qui sera dans ce studio, monsieur le ministre de la Jeunesse, Moustapha Naïté. Continuez déjà à envoyer vos questions là-dessus. Voilà, demain, on va continuer l'émission. Passez une excellente soirée sur Espace TV. Au revoir.